Amis de la chaîne YouTube, bonjour. Aujourd'hui, l'académie met les pieds dans les bottes. On visite la ferme de Grignon. Donc, on va y voir la ferme expérimentale, on va y voir la boutique de produits gourmands et évidemment, on va discuter des techniques qu'ils utilisent en matière d'élevage. Ah, allons-y. Écoute, parce que mon livre des académiciens là. Je vais vous parler un peu de l'exploitation. Alors, pour faire un monologue, si vous pouvez me faire des questions au fur et à mesure pour que ça corresponde bien à vos attentes. La ferme de Grignon, alors effectivement, j'essaie de m'inscrire dans la suite en fait de l'entrepreneuriat de Georges Staub, qui nous a plus ou moins obligés, parce que finalement, on est aujourd'hui un centre de responsabilité d'AgroParisTech. Et alors excusez-moi, parce que justement c'est le méthaniseur et le chef de chantier. Donc on est rattaché à AgroParisTech, mais avec un fonctionnement financier qui est relativement autonome. C'est-à-dire qu'on est une sorte de filiale d'AgroParisTech dans la logique, je dirais, financière. Et ça a commencé sous Georges Staub, dans le milieu des années 80, quand l'école a pris un virage assez généraliste. Et donc voilà, comme toute entreprise, il faut trouver des centres de profit. Donc un des exemples de Georges Staub à l'époque, c'était l'épandage de boue d'épuration, qui était devenu une activité assez lucrative pour la ferme, donc, qui a eu d'autres impacts par la suite en termes d'image, on va dire, mais c'était le pourquoi du comment de départ. Donc aujourd'hui, on reste dans cette démarche assez entrepreneuriale. Alors, à l'échelle française, une grosse ferme assez diversifiée. Si on est à l'échelle européenne ou étrangère, ça fait sourire nos voisins. 400 hectares aujourd'hui de surface, 3 sous-ensembles pour faire simple. Un premier ensemble qui va être les 130 hectares autour de la ferme. C'est des limons profonds, riches en matière organique, donc là c'est vraiment l'Amérique. On frôle avec les 3 chiffres quasiment tous les ans sur les rendements céréales. Le deuxième tiers, ça va être les terres intramuros du campus de Grignon. Donc là, avec depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de questions sur son devenir. Et le troisième tiers, c'est tous des terres en convention d'occupation précaire qui se répartissent entre le camp militaire de Benne, où est installé le GIGN, la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec une partie très extensive liée au statut base de loisirs, et puis un reliquat encore sur Palaiseau de la ferme des Granges, qui est dans la zone pour l'instant pas encore construite. Bon, voilà, combien de temps ça durera, on ne sait pas trop. Sur ces 400 hectares, on fait des cultures traditionnelles d'Île-de-France. Pour faire simple, on va dire moitié de culture de vente, moitié de culture fourragère. Les cultures fourragères étant une grosse partie de prairies permanentes assez extensive. Bon, ça c'est principalement toutes les terres en statut précaire. On ne va pas se risquer à investir sur le long terme dessus. On fait du maïs en silage bien sûr et de la luzerne. Beaucoup de luzerne, avec un point particulier, c'est que depuis un certain nombre d'années maintenant, pendant 10 ans, j'ai commencé des accords avec des voisins, notamment en bio, qui cultivent de la luzerne et on la récolte. Donc eux, ils implantent la luzerne et on va la récolter 5-6 fois par an. Ce qui leur permet d'avoir une rotation avec des légumineuses fourragères dans leur assolement bio qui est des fois un peu délicat en termes de désherbage. C'est une légumineuse aussi. Et nous, ça nous permet indirectement d'avoir une assise surfacique supérieure. Et j'avais commencé à mettre ça en place quand on commençait à discuter de la perte éventuelle de Grignon. Donc ça me permettait d'avoir un pied chez les voisins pour sécuriser ces surfaces fourragères. Puis finalement, globalement, le modèle économique qu'on a trouvé leur convient à eux en termes de valorisation de la luzerne dans un contexte bio. Et moi, ça me permet aussi de faire la culture de vente. Et l'équilibre économique va bien à tout le monde. Et la luzerne, c'est de la luzerne séchée, déshydratée? Quand on est parti sur un système assez intensif pour avoir beaucoup de protéines, oui. Donc entre 21 et 23 de protéines, c'est ce qu'on vise. Oui. Et donc première, deuxième, voire troisième coupe, c'est de l'ensilage. Oui. Quatrième, cinquième, si on peut, c'est du foin. Et la sixième, c'est l'ensilage. C'est 10 octobre, c'est un peu compliqué. Et donc... Il n'y a pas de préfané, enrubané Non, vu les surfaces qu'on fait, l'enrubanage aujourd'hui, c'est pas des chantiers... D'accord, trop lourd. Enfin, j'ai des confrères comme Viltin qui en font encore plus que nous, qui eux sont partis en système enrubanage. Bon, dans notre système, je préfère vraiment le système ensilage. C'est ensilé à l'autochargeuse, donc c'est une personne arrive à suivre. Une personne, on fauche 50 sur hectares une journée. Le lendemain, on peut endainer les mêmes surfaces.
Et puis la troisième journée, on fait le tas à une personne et, voilà. Et c'est un prestataire qui vient autocharger. Après dans les cultures de vente, donc du blé tendre, parfois du blé dur. On est quand même dans la zone un petit peu limite nord de la culture, avec un peu de risque. On n'a jamais eu de grosse cata, mais on sait qu'il y a des risques. De l'orge d'hiver, de l'orge de printemps. On fait parfois l'orge de printemps, on se met à l'automne, ça se fait de plus en plus. Bon, ce qui est aussi risqué du blé dur. On fait du colza. En bio, on peut faire. Parce qu'on a une partie en bio, je n'ai pas dit, on a 40 hectares en bio. Non, pas tout. 40 hectares. Il y a 40 hectares en bio. Alors, soit pour des essais, donc là, c'est des petits bouts de parcelles, 1 ou 2 hectares par-ci par-là. Soit la base de loisirs, il y a la moitié qui est en bio. Elle est où la base de loisirs? 50 ans en Yvelines, c'est à 15 km d'ici. Et là-bas, on était un peu contraint quand même, il faut dire ce qui est. On était en convention précaire et on a réussi à négocier un contrat à 5 ans. Mais la condition, c'était qu'il y ait une partie qui passe en bio. Bon, c'était à la grande époque où il y avait Huchon à la région, délégué à 50 ans en Yvelines, qui est plutôt LR, remis en gestion ensuite à la base de loisirs, dont le directeur avait une casquette communiste. Donc ça faisait des réunions assez sympathiques quand on était au milieu de tout ça. Donc voilà, aujourd'hui on est comme ça. On fait du colza aussi, je dis, ouais. Maïs, bien sûr. On essaye un peu le sorgho. Donc pour l'instant, on y va un peu à tâtons. Fourragé. Sorgho fourragé ou sorgho. Alors, fourragé multicoupe ou fourragé ensilé monocoupe. Quoi. Sorgho grain, j'ai des voisins qui ont essayé. Bon, l'année dernière, très froid et humide, on va dire. Donc récolte compliquée en fin de saison et implantation de blé délicate derrière. Cette année, ça n'a pas levé, champ très sale. Il y en a, je pense, la moitié qui a été broyée dans la zone là. Et puis les rendements, finalement, ça résiste un petit peu mieux qu'un maïs, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. Quoi. Dans notre contrée ici. J'ai vu que l'exploitation c'est HVE. Là. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a amené comme contrainte ça? Alors, on a voulu rentrer dedans parce qu'on voulait être les premiers du réseau du ministère en polyculture élevage. Finalement, on était les premiers en polyculture élevage de toute la France, pas que du réseau du ministère. Il y a pas, il y a quatre, alors il y a plusieurs voies. Il y a la voie technique, la voie économique. Nous, on est sur la voie technique et clairement, la complexité, c'est sur les phytos. Il faut respecter un certain seuil et moi, je pensais au tout début quand on est parti, donc en 2015, on a été certifié la première fois en 2016. Qu'avec uniquement les leviers techniques, en optimisant tout, on allait passer. Et on est passé comme ça les premières années en optimisation technique. On passait tout juste, mais on passait. Aujourd'hui, le levier technique ne suffit plus, il faut prendre il y a la prise de risque en plus. Qu'est-ce que ça s'appelle prise de risque je vois 2 pucerons, je laisse les pucerons. Ah d'accord. Il y a une tache de rouille, je laisse la tache de rouille. Et quand on est chef d'entreprise, typiquement en 2020, les 2 pucerons qu'on voyait au mois de novembre, il y a 2 pucerons, il y aura un coup de gel et puis voilà quoi. Il n'y a plus de coup de gel, les 2 pucerons ils sont passés en pucerons ailés, ils sont allés contaminer tous les champs. Il y a des parcelles, on a fait 50 quintons de blé pour avoir économisé un insecticide qui coûtait 5 € l'hectare. Oh. Donc le modèle économique quand on est chez l'entreprise est quand même assez compliqué. Quoi. Et encore une fois, je pensais que la technique allait suffire et aujourd'hui avec le changement climatique, on a des automnes de plus en plus doux. La pression puceron, elle monte d'1 cran tous les ans. Alors c'est très médiatisé en betterave, parce qu'en betterave, via les pucerons, et on n'a plus de solutions chimiques très efficaces. Donc on est dans la panade. En céréales, on a encore les pyrètres qui sont efficaces, ça coûte pas cher, mais combien de temps ça va durer techniquement? Et d'un point de vue purement écologique, balancer tous les 10 jours des insecticides en végétation, voilà. Donc là, l'an passé, les conditions météo n'étaient pas top sur les semis, les maïs grains étaient tardifs, les sorgho, etc. Donc tout le monde a fini de semer au 25 novembre. Donc là, le risque puceron, il est quand même pas énorme. Cette année, pour ne pas se faire avoir, beaucoup ont anticipé les semis cette année. Et puis il a fait tellement beau en octobre que finalement, les semis ont été terminés très tôt. Ça a poussé très vite. Et puis la génération de pucerons, au 25 octobre, il faisait 20 degrés à la nuit. Là, les générations de pucerons, ça va très vite. Donc là, moi j'ai des voisins, ils ont déjà traité 4 fois à l'automne contre les pucerons. Peut-être que techniquement, ils ont bien fait. On en saura qu'à la fin, parce que les viroses, on va les découvrir au mois d'avril, quand la plante va commencer à pousser, mais ça pose question quand même. Quoi. Sur la romane, non, pas forcément. Non. La berrichonne, on serait obligé, donc c'est pour ça qu'on a abandonné. On est sur un cycle par an en saison naturelle.
Par contre, sur la romane, l'effet bélier marche très bien, elle n'est pas sensible à la photopériode. Donc, on met des éponges que sur celles qui sont inséminées, en fait, parce qu'on insémine forcément le même jour. Mais sinon, les autres, naturellement, ça ne se fait pas trop mal. Donc, sur les romanes, on est à 3 agneaux sevrés par brebis par an. Donc, ça marche pas mal. Bien sûr, il faut donner à manger en face, hein. Ça c'est pas tout seul. Notre premier métier sur la bergerie, c'est la génétique. On vend la génétique avant tout, nous. On est sélectionneurs, c'est historique. Hein. Donc il y a un animal sur 2 qui est vendu à l'avance, principalement les femelles. Quand je dis à l'avance, c'est qu'on est déjà en train de vendre la descendance des petits là. Donc on a 1 an, voire 1 an et demi d'avance. Après la viande, qui est finalement un coproduit chez nous. Troisième métier, c'est l'expérimentation. C'est les mêmes partenaires que pour les vaches, c'est un volume d'activité qui est quand même beaucoup plus faible, et des taux de marge plus faibles aussi, parce que le milieu ovin n'est quand même pas très professionnel en France, donc nos partenaires sont plutôt des gens qui ont des marchés à l'export. Espagne, Turquie, Liban, là où il y a des gros centres d'engraissement d'agneaux. Puis le quatrième métier, c'est l'éco-pâturage. Donc c'est la prestation de tonte avec des brebis. On n'en fait pas forcément la pub parce qu'on a beaucoup de demandes de particuliers, qu'on héberge, des choses comme ça. Mais on se limite plutôt à des terrains d'une certaine taille. Copâturage plutôt pour les agneaux, Et copâturage pour les brebis. Brebis. D'accord. Donc il y a quand même une surveillance. Bah, le minimum, il en faut quand même un petit peu. Il y a des risques de vol, il y a un truc de clôture, d'abreuvement. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire non plus la grande promotion. Parce que, voilà. Et ça, il y a un problème aussi en Ile-de-France, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés là-dedans, qui ne sont pas du tout éleveurs au départ. Et au niveau sanitaire, les services de l'État, ils n'arrivent pas de tout. Il n'y a pas de prophylaxie, les boucles, voilà. C'est en général des animaux détournés des brebis de réforme d'abattoir. Donc ils récupèrent ça 20 € au lieu de. L'éleveur, plutôt qu'il donne 10 €, enfin qui récupère 10 € de l'abattoir, il prend 20 € de tarte en pion et déclaré, pas déclaré, enfin il y a vraiment tous les pratiques. Donc sur des collectivités où c'est un éleveur, un pseudo-éleveur différent tous les ans, les risques sanitaires, on n'a pas trop envie de passer derrière. Et c'est une réalité en Ile-de-France. Et spécifique aux zones périurbaines, mais je pense qu'en Ile-de-France, on a le niveau du dessus quand même. Le périph' parisien, c'est porte de Champéret, mais les moutons sur le côté là. Les gens applaudissent, c'est un peu mal. Et puis après, les animaux sont vendus pour les fêtes. Oui, peut-être, mais voilà, bon. Disons qu'on a, nous en tant qu'éleveurs, collectivement, on a quand même dit à l'État que ça serait bien qu'ils soient un peu régulés. Pour l'instant, ça n'allait pas trop mal. Et ça pose des vrais sujets, de tuberculose, fièvre de cul, enfin tout ce que les petits ruminants peuvent s'emballer, quoi. J'ai pas parlé de la laiterie encore, c'est le plus gros de l'activité aujourd'hui. Depuis qu'il n'y a plus de chèvres. Les chèvres sont à l'INRA. Elles ont toujours été à l'INRA. D'accord. Ouais, c'est l'INRA, donc c'est l'UMR de Mozart. Elles sont à côté de nous, hein, mais c'est vraiment géré par l'INRA. Ouais. Là, c'est l'activité expérimentale pure et dure. Il y a la production de lait, bien sûr, on achète un peu de lait d'ailleurs pour la laiterie, mais c'est vraiment une activité expérimentale très poussée. Donc la laiterie aujourd'hui, il y a 12 personnes, c'est le plus gros de l'activité de la ferme. Donc on s'est fortement développé depuis 2014. La marque historique, c'est Domaine de Grignon. C'est secteur traditionnel, donc crémier, fromager, boutique à la ferme, épicerie fine, restauration hors domicile. J'ai créé la marque Le Petit Versaillais, qui était pour donner une connotation locale francilienne à la marque pour aller vers le marché des GMS. Mon prédécesseur ne voulait pas y aller, donc comme j'avais besoin de faire de la croissance, partant de zéro, c'était plus facile. Ce qui n'est pas simple, la GMS c'est quand même pas simple. 150 clients différents. Ça va du petit crémier rue Mouffetard qu'on livre avec 12 litres de lait, 2 kg de fromage blanc et 2 cadeaux de yaourt, 2 fois la semaine, parce que pour le lait, voilà. Non mais il y a ça, et puis ça va jusqu'à Monoprix en plateforme, des palettes complètes. Donc on a le grand écart. Notre plus gros client aujourd'hui, c'est un spécialiste de la livraison des hôtels. Donc qui fait le petit chocolat pour le café, qui fait le café bien sûr, qui fait le bloc-notes pour le séminaire, la petite bouteille d'eau, et nous on fournit les yaourts pour le petit déjeuner. Alors 2 ou 3 yaourts par hôtel, ça fait pas beaucoup, mais comme il fait 1000 hôtels, c'est notre plus gros client. Quelqu'un disait c'est rentable, oui, du pas le
donner les grandes masses, 300 000 € de DBE. Oui, 300 000 € de DBE. Que l'agro m'autorise à réinvecter totalement en investissement. C'est bien. Donc, Et la banque là-dessus, zéro emprunt. Il ne reste plus un seul emprunt. Il y a un gros emprunt qui commence là. En fait, la banque, c'est on va dire 10 suréconomie, en fait, de la PG, qui est une expérience. Je suis obsédé, mais j'ai la petite de ferme. Pardon. qu'est-ce qui fait qu'il soit fidélisé? Bah là, c'est trop tôt pour dire qu'ils sont fidélisés, là, parce qu'on a. Non mais, la laiterie. Non, il peut y avoir le la logement, laiterie, il peut y avoir. la laiterie, la première étape, c'est il est là la deuxième semaine. Parce qu'on a les gens qu'on voit à l'entretien, qu'on embauche, qui finalement ne viennent pas. On a ceux qui viennent le premier jour, c'est jour découverte, hein, donc c'est calme, c'est le sanitaire, la marche en avant, se laver les mains, enfin c'est basique. Expliquer vite fait les machines, mais le premier jour, c'est vraiment pas violent, quoi. Des fois, on a un texto le soir, c'est trop compliqué. Vraiment, c'est là. Et vous referez quel salaire? On va dire qu'on est. Alors, il n'y avait personne au SMIC ici, on est le plus bas salaire qui va commencer à la laiterie sur la manutention, ça va être allez, on va dire 6-7% de plus que le SMIC. Puis ça monte après au fur et à mesure des compétences acquises. Donc c'est pas un problème de salaire. La condensation, pasteurisation du lait et crémage, donc c'est la pré-transformation. La pasteurisation, elle se fait avec une boucle avec le biogaz. Donc on a une boucle d'eau chaude chauffée avec la chaufferie biogaz. Et ensuite on a une deuxième boucle qui se reprend sur la première pour chauffer en électrique le complément énergétique nécessaire pour respecter le barème de pasteurisation. Et donc ça nous permet soit de pasteuriser très vite parce qu'on a une double puissance, soit de pasteuriser à pas cher parce qu'on a de l'eau à 80 degrés qui arrive grâce au biogaz. Donc globalement, si je parle de ça, c'est qu'on a travaillé énormément depuis 10 ans sur l'amélioration du process. On n'est pas encore au bout, parce qu'il y a des ruptures technologiques qui arrivent. Mais sur un bilan carbone de pot de yaourt, le seul concurrent qu'on a trouvé qui l'avait fait était à 310 grammes. Nous, on est à 120 grammes. Pas mal. Il faut le valoriser. Hein. Ouais. De 1000 m², donc on a un coche de 0,4, on peut faire 400 m², ça fait 200 de vente, 200 de réserve. Parce que là on est vraiment au bout, hein. La boutique est toute petite. On fait rougir les Carrefour et compagnie par le chiffre d'affaires fait par mètre carré, mais encore une fois on est un peu au bout de la logique, parce que l'espace est petit, ça devient un peu délicat de mettre en avant des produits, de faire de l'animation, etc. Il faut vraiment qu'on se délocalise, et le fait de se rapprocher du rond-point, ça doit aussi faciliter la visibilité. D'ailleurs, avec les tuiles, En même temps, faire un système qui drive. On l'avait mis en place en 2012, on a été le premier drive fermé, je crois. Et on faisait à l'époque avec la camionnette, là, donc on était les plâtres, donc on avait le premier drive agricole sur grignondrive.fr, ça marche encore, j'ai gardé le nom de domaine, je paye tous les ans l'abonnement. Par contre, les serveurs à l'époque, on cliquait, alors je veux 3 yaourts, je veux 2 paquets de beurre. Voilà. Et on préparait ça, et on se mettait au niveau du rond-point avec la camionnette, les paniers prêts, monsieur Martin, monsieur machin. Et ça marchait pas mal, mais on s'est aperçu assez rapidement que les gens qui ne connaissaient pas
nous connaissaient via le drive, mais très rapidement passaient à la boutique pour avoir une offre de produits. Et bon, sans rentrer en détail, mais la boutique c'est un GIE, c'est pas toujours évident en termes de gouvernance. La ferme de Galie, la boutique de la ferme de Galie, ça marche vachement bien, non? Alors la boutique historique à Saint-Cyr, oui, la boutique à la Feucherolles qu'ils ont ouvert en face de nous. Ah bon? Ouais. Enfin, j'y vais, c'est plein. Bah, nous on voit par rapport au vent, en surface, ce sera à peu près pareil? Un peu moins. Et le GIE, c'est avec Rambouillet? Ouais. Enfin, on est 54 en fait. D'accord. On est 54, mais on est de loin le plus gros apporteur du GIE. Et comme c'est un GIE, on a une voix sur 54. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des livres sur Paris. C'est pas chaud ton bonnet là, c'est en toile. Non. T'as pas. C'est doublé? Ah ouais, c'est très bien. Ça, j'ai pas froid. Oui, mais t'as froid aux oreilles, t'as les oreilles rouges. Mais c'est surtout froid au nez. Elle était un peu camion sur le chargement, c'est beaucoup plus simple. Là, ça nous arrivait, on avait typiquement 52 palettes qui arrivaient de verre, on est en train de décharger, hop, il y a un client qui se pointe, récupère un tonne. Du moins que le camion, il faut vous avancer, hop, on charge le suivant, ça va être suivant. Le camion se remet en place, pouf, on est bien arrivé. C'est montré, mais la caissière. Très vite pour l'instant. Ok. Ça pue. Ça sent le bestiau là, non? Ah bah oui. Non, c'est Ah oui, il fait ouf. Oui. C'est costaud. Oui, c'est. Oui, ça, on se réchauffe là. Reste là, je bouge plus. Ah ouais. Donc voilà, là c'est l'entrée actuelle de la laiterie finalement. Et la grosse chambre froide, c'est de faire une préparation de commande. Elle est là, la chambre froide. Oui. Chez moi, C'est particulier. C'est tout neuf, c'était fini la semaine dernière. Certaines durées. C'est ça. Alors, les difficultés qu'on va avoir, mais c'est souvent la première. On va remettre le côté marché public. Ça, c'est le quotidien, c'est très. Vache. Qu'est-ce qu'elle bouffe, elle? Est-ce qu'elle a un rideau? Dans le système Logec avec des filles. On a volontairement ouvert le bâtiment il y a 10 ans pour la circulation d'air.
Ils vivent leur vie. Ils mangent quand ils ont envie de manger. Des gaz passeurs, c'est-à-dire qu'avant le fait, on a fait manger la vache un bolus, on avait rempli de gaz passeurs, on connaît le début du gaz passeur. On a calibré la voiture, les semaines on sort le bolus qui charge de gaz, on le fait sur une balance mécanique, et par différence, on fait la quantité de gaz qui sort par heure, par minute, du bolus. Donc la vache, on la rote, le gaz passeur, on par le bolus en même temps que le gaz, dans le temps, on collecte en même temps pendant 24 heures tous les gaz de la roche qui vont produire Il y a des moments avec 100% et puis la nuit, on va t'expliquer. Donc, bâtiment photovoltaïque, déjà. Toute la partie concentrée minéraux additifs. Sur les tables solaires, il y a une réglementation, non? C'est pas mettre n'importe quoi. C'est surtout un débat avec l'assurance. Ah oui, je l'ai d'accord. L'assurance, ça peut assurer les risques en général. La fumée actuelle va être réutilisée pour la séparation de phase et récupérer la phase solide de Et bien sûr, cette visite se finit par la visite de la boutique de la ferme de Grignon avec des produits très sympathiques. Vous voyez, des terrines, des produits de salaison et des produits laitiers. Merci et à bientôt pour une autre visite de l'Académie.